Allez, merci. Alors, on va commencer un shiur sur le temps et la vie. Le temps et la vie, c'est pas mal comme Chai. Et en fait, le début de la réflexion, c'est parce que nous sommes aujourd'hui veille de Chai Elul. Chai Elul, 18 Elul, évidemment, ça parle. Je vais approfondir un petit peu plus, mais enfin bon, à la base, Chai Elul, c'est connu. On va commencer avec la base de la base. C'est connu pour être le jour anniversaire d'une naissance, enfin de deux naissances notamment, la naissance du Baal Shem Tov, la naissance de Rabbi Shimon Zalman de Liadi, qui chacun sont nés. Rabbi Shimon Zalman de Liadi est né en 1745 ou 1749, là il y a des petites discussions, et même pour le Baal Shem Tov, est-ce qu'il est né en 1698, 1690 ou 1700? C'est des marloktot, des discussions. En tout cas, Hayelul. Donc ça, c'est ce qui est connu de basique. Alors, c'est vrai que chez les Chassidim, ils disent Shanat Nachat pour le Baal Shem Tov, à l'année Nachat. Nachat, ça correspond à 1698, en 458, c'est sa naissance physique. En Shanat Tapad, toujours Hayelul, c'est le dévoilement de sa Neshama, donc à travers son maître. On est en Maral de Prague, 1724. hein, Pardon. dans Ilulot, le... il y a Maral. Je vais y arriver. Ouais. Ah. Maral et Abdallah Somer. Mais là, pour l'instant, je suis dans les naissances. Je veux dire, en général, quand on dit Chai Elul, c'est le plus connu, c'est ça. C'est donc la naissance du Baal Shem Tov. À l'âge de 26 ans, toujours à Chai Elul, c'est dévoilement par son maître. Et à l'âge de 36 ans, en 1734, en la chaîne Tapad, c'est le dévoilement de Roucho, le roi du Baal Shem Tov. Donc ça, c'est en général la base qui est connue. Maintenant, c'est vrai que au niveau des Hilulot, c'est notamment les Hilulot de deux géants de la Torah, le Maharal de Prague. C'est très, très bizarre parce que vous savez que le Maharal de Prague, c'est quoi son nom? C'est quoi son prénom plutôt? Enfin, le Maharal, toujours on dit le Maharal. Alors, en général, on écrit Rabbi Yehuda Liva Ben Betzalel. Hein, c'est le nom officiel. Mais remarquez que Maharal, il n'y a pas de Yud. Donc, c'est Maharal, ce serait Morin ou Harav, Rabbi Liva. Donc, Liba, c'est le lion. Alors, le Maharal est né à Poznan, en Pologne, en 1512. Je pense que c'est intéressant de situer 1512. Il va vivre 97 ans quand même, le Maharal de Prague, ce qui est énorme pour l'époque. 97 ans, il est né en 1512 et il niftar en 1609 à Prague, en Bohême. Il était on va dire, dans la Pologne. Il était après à Nikolsburg pendant un certain nombre d'années, la Moravie. Et après, tout ça, c'est plutôt la Tchéquie aujourd'hui. Mais juste pour situer où on en est par rapport à d'autres rabbinim, 1612, c'est 20 ans après l'expulsion des Juifs d'Espagne. 1512, c'est un contemporain pratiquement de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo est né en 1488 en Espagne. Il va vivre l'expulsion des Juifs d'Espagne et il niftar en 1575. Donc il est plus âgé, Rabbi Yosef Karo, que le Maharal de Prague. Il est né avant, il niftar avant, mais on n'est pas loin. Alors que le Harizal né en 1534, donc il est le Maharal de Prague a 22 ans quand le Harizal naît, et il a 60 ans quand le Harizal est niftar. Le Harizal vit vraiment très, très, très peu. Alors, le Maharal de Prague, c'est un monument de base. Alors, c'est avant l'époque de la Chassidoute, mais c'est un mélange de pensée, de Chassidoute, de Kabbalah, de Moussar. C'est aussi un grand homme de Halakha. Hein, lui, il va faire une révolution au niveau de l'étude de son époque, où c'était le pile-poule qui était la
la référence de base de l'étude, le Maharal va s'opposer à cela. Le Maharal va encourager l'étude de la Mishnah, il va encourager des cercles d'études de Mishnah. Et puis, bon, c'est une pensée très, très forte et très cohérente. À la base, il écrit Gourarié. Gourarié, c'est son commentaire sur Rashi, qui est en fait son commentaire sur le Chumash. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or d'études. Au niveau d'autres iloulotes de tzadikim, on ne va pas faire un descriptif et exhaustif, mais il y a quand même un autre maître dont c'est la iloula, qui a un nom d'ailleurs un peu surprenant, parce que je ne connais pas beaucoup. Il s'appelle Rabbi Abdallah Somer. Je ne connaissais pas beaucoup de Rabbi Abdallah. Il est né en 1813 à Bagdad et il niftar en 1889. C'est le Rav du Ben Ishraï. Rav du Ben Ishraï quand même, Rav du Kaf HaChaim aussi. On est donc dans du lourd. Rav Abdallah Somer, c'était une autorité respectée par tout le monde, évidemment par tous les Juifs et aussi par les Arabes. Et ça, alors ça, c'est, je dirais, au niveau du 18 Elul, au niveau naissance et au niveau Iloulot. Mais le 18 Elul, c'est une date très particulière et c'est aussi là où je voudrais en fait arriver. Parce que le 18 Elul, c'est à partir du 18 Elul, on a 12 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Il y a 12 jours et après c'est Rosh Hashanah. 12 jours, ça nous fait penser aux 12 mois de l'année. Et c'est pour ça que dans les Sfarim, on va nous dire qu'à partir de Chai Elul, du 18 Elul, il est bon chaque jour, donc c'est bien que je fasse ce cours aujourd'hui, mais même si on peut prendre le chemin, on va dire en route, chaque jour de réfléchir à ce qu'on a fait pendant le mois de l'année qui s'est écoulée. Hein, par exemple, donc, alors Chai Elul, ça va être un jour très, très fort puisque c'est tout ce qui s'est passé en Tishri l'année dernière. En Tishri, c'est comme Rosh Hashanah, c'est Kippour, c'est Sukkot, c'est Simchat Torah, c'est Yachol HaMoed, et Seret Yom Teshuvah, c'est l'un des mois, il est Chodesh HaShvi, vous savez, Shvi, c'est Savea. Il est rassasié en fait, il est saturé pratiquement en fait. Et donc, qui dit fête dit beaucoup de mitzvot, qui dit des mitzvot dit la possibilité de les faire bien ou de les faire moins bien, ou que de les faire mieux. Et donc, ça peut être un jour très important de réfléchir à ce que, bon, on fait le point. Il y a comme ça une réflexion à mener chaque jour à partir du 18 Elul, le 19 sur le mois de Rejvan, le 20 sur le mois de Kislev, et ainsi de suite, jusqu'au 29 où ce sera le mois d'Adar, et comme ça d'avoir une réflexion sur les mois. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un travail sur les mois et un travail sur les jours de la semaine. Entre Rosh Hashanah et Kippour, on a Seret Yom Teshuvah, mais à Seret Yom Teshuvah, vous avez les 2 jours de Rosh Hashanah, on est en Rosh Hashanah, et puis vous avez le jour de Kippour. Donc en fait, à Seret Yom Teshuvah, des jours intermédiaires qu'on appelle Ben Kessel et Assor. Kessel, c'est Rosh Hashanah. Assor, le 10, c'est Kippour. Ben Kessel et Assor, en fait, c'est 7 jours. Donc c'est chaque jour de la semaine qui a un représentant pendant la Seret Yom Teshuvah. Et on nous dit dans les Sfarim, c'est aussi très connu, que il y a un lundi, alors on va réfléchir à tout ce qu'on a fait tous les lundis de l'année, le mardi, tous les mardis de l'année, et comme ça, donc à réparer au niveau du lien qu'il peut avoir avec les jours de la semaine. Alors c'est intéressant, donc avant Rosh Hashanah, on a réparation des 12 mois à partir de Chai Elul. Après Rosh Hashanah, on a la réparation des 7 jours de la semaine avec un tikkun qui se fait. Votre micro est fermé, Cyril. Concrètement, ça veut dire qu'il faut tenir des notes. C'est pas très agréable d'ailleurs, des fautes que l'on peut commettre dans chaque jour pour que on y pense un an après, quoi, parce que sinon c'est impossible. Il y a des gens qui disent que il faut tenir un heshbon nefesh. Donc des fautes, que des fautes. En l'occurrence ici, c'est que des fautes. Ouais, les mitzvot, faut pas trop. Ou alors dans les mitzvot, se dire comment j'aurais pu mieux faire la mitzvah. Il faut une comptabilité quotidienne. Écrite pour s'en souvenir, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé au mois de Tishri. Ah, moi, très bien, très bien. Mais c'est vrai, ça c'est surtout dans le livre de Moussard, on parle de Cheshbon Nefesh qui est bon de faire chaque soir. Chaque soir avant c'est la journée, c'est à peu près frais. Ouais, il y a un Cheshbon à faire chaque soir, chaque fin de semaine et chaque fin de mois.
Et alors, si on tient ces comptes-là, à la fin de l'année, on sort toutes les notes et puis on peut vraiment faire un travail. Il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut C'est faire une vrai que je... appli, il faut faire une Hum, application. Il faut faire une application. Comme ça, on a un truc où on note au fur et à mesure ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis, on a c'est une vrai synthèse qui se met en place. c'est vrai que c'est une application l'idée est lancée. C'est pas, non, ça ne va pas être très, très compliqué non plus. Hein, on va en parler d'une application de noter chaque jour voilà, ce qu'il y aurait à faire, ce qu'il y aurait mieux à faire. Ou peut-être même avec, on se donne un programme de dire, je voudrais étudier de ça, etc. Est-ce qu'on arrivait à atteindre les objectifs ou pas? Il y a, ouais, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à faire. En tout cas, il y a un travail. Alors, c'est intéressant cet aspect-là parce qu'il y a un travail à partir de Chayeloul sur les mois et sur le jour après Rosh Hashanah. À la vérité, dans les Sfarim, on retrouve une autre notion à partir de 24 jours avant Rosh Hashanah, de penser tous les jours aux choses qui empêchent de faire Teshuvah. Vous avez 24 choses qui empêchent de faire Teshuvah. Par exemple, quelqu'un qui faute et qui refait, et qui, malgré qu'il a fait Teshuvah, il refait la faute. Donc, celui qui dit je faute, je ferai à chou verté. Je fais Teshuvah et je vais revenir. Il n'arrive pas à se dépatouiller la faute. Celui qui, il y a comme ça des choses, mais à et Teshuvah. Et 24, alors c'est bien, dans les 24 jours qui précèdent Rosh Hashanah, chaque jour, c'est dans le Rambam qu'on retrouve ces 24 éléments. Alors, il y a cet aspect-là, et, et partant de là, je suis tombé sur quelque chose qui est assez intéressant. C'est notre ami Raphaël je ne sais pas si vous avez vu, enfin, il y a Le temps de vivre. C'est un autre livre qu'il a sorti à part Bereshit et Shemot. Sur Shabbat, il a fait un truc sur le temps de vivre. Je vais vous le montrer. Il l'a mis sur le groupe? Non. Non, moi j'ai la version papier. Je ne sais Mhm. pas s'il y a une version digitale. Peut-être certainement, mais enfin, il y a une version papier que j'ai. C'est une mine d'or, hein, c'est comme d'habitude. Hein, c'est pas, et je suis tombé sur une chose, et j'ai commencé, alors j'ai réfléchi. Alors après, je lui ai envoyé, je lui ai dit, mais c'est quoi la source? Parce qu'il avait habituellement, il m'a dit toujours la source. Il m'a dit, non, y a pas, c'est une idée personnelle. Ah, j'ai dit, ah ben c'est bien. Il m'a dit donc, bon, c'est pas le sujet mais j'ai trouvé sympathique parce qu'il a structuré l'année sur 18 ans. Pas 18 années, mais 18 temps. 18, Attends. ouais. D'accord. Sur, et donc, en fait, c'est 18 moments qui sont clés dans l'année. C'est intéressant parce que 18, c'est Chai. Donc, c'est quelque chose quand même qui est aussi le lien qu'on a avec la Tefila parce que fondamentalement, la Tefila, c'est 18 brachot. Shmona Esrei brachot. Donc, c'est la structure de la Tefila, c'est structure notre temps. Alors, il va décliner les choses comme ça. Le premier temps, c'est Rosh Hashanah. Donc, on commence avec Rosh Hashanah, la tête de l'année. C'est le début, c'est la royauté, accepter Dieu comme roi. C'est le commencement d'asseoir les choses. Premier temps, Rosh Hashanah. Deuxième temps, Yom Teshuvah. Alors, les 10 jours de pénitence qui commencent avec Rosh Hashanah et qui se finissent avec Kippour, mais c'est un temps de Teshuvah qui connecte entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc, après, on a Seret Yom Teshuvah. Après, on a Kippour. Alors, Kippour, c'est un petit peu au-dessus du temps. Kippour, c'est un peu hors norme comme jour. C'est un jour où on ne mange pas, on est comme les malachim. Comme les malachim, donc ça vient en blanc. C'est une autre. Et c'est la possibilité de réparer le passé. Hein, la teshuvah, le jour de teshuvah par excellence, c'est le jour de Kippour. Alors, c'est quoi la teshuvah? Le principe de teshuvah, c'est réparer ce qui s'est passé. C'est en fait le din, Kippour, il y a une notion de din, qui est dans une mer de rahamim, une mer de miséricorde. Et donc, il y a quelque chose. Alors, partant de Kippour, après, on va voir Sukkot. Donc, le quatrième temps, c'est Sukkot. Sukkot, c'est quoi? C'est le temps de la Simcha et de la Emouna. On forge notre Emouna à travers la Simcha, la joie qui va se développer pendant la fête de Sukkot. Ça, c'est le quatrième temps. Le cinquième temps, c'est Simchat Torah, qui est Shmini Atzeret, Simchat Torah, qui est un petit peu la connexion entre Kippour, qui était au-dessus du temps, avec la Simcha de Sukkot. Et ça va s'exprimer à travers le lien qu'on va avoir avec la Torah. Donc ça, c'est le cinquième. Le sixième temps,
c'est Hanouka, c'est la fête de la lumière. C'est la lumière. Alors on était dans ce qui va dépasser le temps, donc dans le Shmini Atzeret. On est dans ce qui va dépasser le temps à travers les siècles, puisque c'est la possibilité Hanouka de créer une fête alors que la Torah est conclue. C'est la dernière fête Hanouka, puisque Hanouka chronologiquement, ça arrive au milieu du deuxième temple. Donc c'est après Purim. Donc c'est la dernière. Donc c'est la fête qui est une fête qui est dans le 8, donc au-dessus de la nature, au-dessus du temps, et qui va être liée avec la lumière qui est un peu entre le matériel et le spirituel. La lumière, c'est difficile à définir au niveau matériel, vraiment. Après, on va voir la période des Shovavim, donc les 6 semaines qui vont de Shemot jusqu'à Mishpatim, qui est le temps de la purification et de la réparation du Yesod, de la base, hein, Shovavim. Dans cette période dans ce qui précède Shovavim, excusez-moi, le 7e, ce serait le 10 Tevet, et après, c'est Shovavim. Oui, c'est la petite correction à apporter. Je suis parti sur la truc. Parce que le 10 Tevet, c'est le jour où est décidé si le Mashiach va venir cette année. Le Beddin siège ce jour-là, et donc c'est important. Quoi, ça peut tomber Shabbat? Non. C'est le 10 Tevet ne peut jamais tomber Shabbat. Et je vous ai déjà raconté que la Bouddharam dit que s'il tomberait Shabbat, on aurait jeûné Shabbat, parce qu'il y a marqué Be'etzem Hayamazé, ce jour-là exactement. Donc c'est un jour très, très... Alors, certes, il commence le matin et il finit le soir, donc, et puis il est très, très court, le 10 Tevet. Mais il est costaud et il est peut-être plus grave puisque Tisha B'Av qui tombe Shabbat, il est repoussé. Et halachiquement, vraiment, il s'est repoussé. Mais dans la mesure où le Beth Yosef ramène le Abu Dharam dans le Beth Yosef comme une opinion, je dirais, autorisée, ça veut dire que c'est pas rien. Ça veut dire que c'est pas rien. Et ça rappelle quoi exactement, le 10 Tevet? Début du siège de Jérusalem. Début du siège. Début du siège. En fait, c'est un jour où il ne se passe rien. Parce que début du siège, quand on est dans la ville de Jérusalem, bon, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rentrer. Mais on n'a rien. Ceux qui sont dans Jérusalem, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de sièges de Jérusalem. Et ça s'est terminé pas trop mal. Hein, je pense notamment à un siège à l'époque du roi Hiskiou. J'ouvre une petite parenthèse que on a développé Shabbat, qui me semble un peu sympathique. C'est que on connaît souvent la Gemara et quand on la revoit dans le texte, c'est pas exactement comme on pense. C'est que on nous dit que quand Sancheriv avait fait le siège de Jérusalem et il était sur le point d'attaquer. Et puis il va avoir un tumulte. C'était le soir de Pessah, le soir du Seder. Et ce soir-là, eh bien, il va y avoir un tumulte et ils vont partir. Et on dit à ce moment-là, Dieu a voulu faire de Hiskiaou le Mashiach et de faire de Sancheriv Gog ou Magog, mais seulement, alors le Kitroug, en fait, c'est pas parce qu'on dit il manquait un chant. C'est pas qu'il manquait un chant. C'est que la Gemara dit, comment tu veux faire de Hiskiaou un Mashiach alors qu'il n'a pas fait de chant, alors que David, tous les chants qu'il a fait, tu n'as pas fait de lui Mashiach. C'est-à-dire, la comparaison, c'est entre Hiskiaou et David. Et le Ben Ishraï, il met un pavé dans la mare, c'était l'Aïloula du Ben Ishraï, Shabbat, et le Ben Ishraï, il met un pavé dans la mare, il dit, mais attendez, non, mais calmez-vous, hein, c'était pas qu'il voulait faire Mashiach, c'était le Mashiach, la fin. Non, ça veut dire que, parce que, d'après cette Gemara, David, il aurait pu être Mashiach, mais comment David, il aurait pu être Mashiach, il n'y a même pas encore de Beth Amikdash, il n'y a pas encore de truc, c'est une histoire un peu bizarre. Et puis quoi, il y a toute l'histoire, elle ne peut pas arriver. Il dit, non, l'histoire, elle aurait continué, mais on aurait été dans une période déjà un peu messianique. C'est un peu particulier. En tout cas, c'est le jour du 10 Tevet, qui est le seul jour d'ailleurs, très intéressant parce que par rapport à Shabbat, c'est le seul jour qui peut bousculer le Shabbat. C'était le cas l'année dernière, puisque le jeûne était vendredi. Et quand il est vendredi, alors il y a une erreur qui circule souvent, c'est de dire, on ne peut pas rentrer à jeûne à Shabbat, donc on finit le jeûne alors qu'il fait encore jour pour être... Non, c'est faux.
On doit attendre la nuit et on casse le jeûne avec le kiddush une fois que la nuit est tombée. C'est ce qu'on a fait, quoi. Donc, il peut bousculer. On rentre dans Shabbat à jeun, dans le jeûne, et c'est le seul qui connaît finalement un jeûne, c'est le 10 Tevet. Après, donc, le 10 Tevet, donc, on a la période des Shovavim, chez Modveira, Bobeshalachi, Tro Mishpatim, qui est donc la sortie, on va dire, d'Égypte. Et dans cette période, il y a une période dans la période, c'est Tu Bishvat. Tu Bishvat, c'est le temps des brachot. C'est la formulation de Raphaël et je l'ai bien aimé parce que c'est vrai que Tu Bishvat, c'est le moment où on réfléchit sur l'ordre des brachot, c'est le moment où on revient sur les lachot brachot. C'est le temps de Tu Bishvat et ça c'est remarquable. Le 10e temps, c'est Purim. Alors, Purim, c'est la réception de la Torah de Beratson, c'est-à-dire avec la volonté. Le 11e temps, évidemment, ça va être Pessah. Purim, cette année, l'année qui vient, Purim, c'est un vendredi. Oui. L'année qui vient. C'est jeudi, vendredi, quoi. Non, c'est jeudi alors. Oui, c'est jeudi en dehors de Jérusalem. Ah oui, donc, ouais, non, parce que l'année qui vient passer, c'était l'année qui passait, c'était vendredi. L'année qui vient de s'écouler. Là, je vois jeudi 17 mars. Par contre, l'année qui est passée, c'était un vendredi. C'est un vendredi puisque on a eu le premier jour de Pessah qui était dimanche. Donc, c'est toujours les années, premier jour de Pessah qui tombe dimanche, c'est Erev Pessah chez Chaliot de Shabbat. La veille de Pessah qui tombe Shabbat, c'est les années très particulières. Non, là, de ce côté-là, c'est pas par rapport à Purim, pour l'année qui arrive, c'est pas. À Jérusalem, c'est vendredi et après Shabbat. Oui, c'est tranquille, quoi. C'est pas. Ouais, ils ont des problèmes pour faire le michté à chaque fois. Non. Enfin, le michté, là, ça va encore, quoi. L'année dernière, c'était le michté à Jérusalem, c'était compliqué. Enfin, compliqué, c'était Purim et Shulash, puisqu'ils ont lu la Megillah vendredi, ils ont fait la Kriyat Torah de Purim le jour de Shabbat, ils ont fait le michté et Mishloach dimanche. Maintenant, les venim vendredi. C'était. Non, parce que l'idée, c'est d'avoir de l'appétit pour Shabbat. Il me dit, c'est compliqué. C'était juste ça l'idée. Ah oui, moi, c'était le problème qu'on a eu cette année pour tout le monde. Ouais. Puisqu'on a eu Purim qui était. Donc, c'est là, on est obligé de faire comme les Mekoubalim, on fait le michté le matin. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de. Mais j'avais entendu, je crois que Rav Rosenberg, il commence le michté, il va faire Arvit et il continue dans la Seudat Shabbat, dans la continuité. Ah. Avec Arvit au milieu. D'accord. Je crois que j'avais entendu comme ça. Je demanderai tout à l'heure à son fils. Ouais, je crois que j'avais entendu Dafka, son fils, dire comme ça. À midi et demi, je vous dirai. Enfin, je le vois. Ça va très bien. En tout cas, donc ça, c'est Pessah. Pessah, donc, c'est le 11e temps. Le 12e temps, c'est Sfirat Omer, qui est le temps du raffinement de la préparation à Shavuot. Dans ce temps-là, on a deux pôles. Alors, c'est vrai que on pourrait retravailler autrement, mais enfin bon, je prends l'approche de Raphaël. C'est le temps du rattrapage, Pessar Sheni, le 13e temps. 14e temps, le dévoilement des secrets, l'Akba Omer, et la fin du deuil. Alors ça marche pour les Sfaradim surtout, et puis une partie d'Ashkenazim, mais il y a des Ashkenazim qui continuent le deuil après l'Akba Omer. Ça marche moins bien, mais bon, on va le prendre comme ça. Après le 15e temps, c'est Shavuot, Kabbalat Torah, classique, normal. Le 16e temps, c'est Ben Hametzarim, donc la velout, à la fois le deuil, mais aussi l'espoir. Alors maintenant, je vais vous proposer les deux lectures possibles. Première lecture que propose Raphaël, c'est de dire, on a Toubé Av, le 15 Av, la consolation et le mariage, puisque le Yom Tovim Israël, et le 18e temps, c'est Rosh Chodesh Elul, préparation au Din. Alors, Rosh Chodesh Elul, préparation au Din, c'est pas mal. Mais j'ai dit, on pourrait le faire autrement. C'est dire 16, c'est Ben Hametzarim, 16e temps.
17e temps, c'est Tisha B'Av. Et 18e temps, c'est Tou B'Av. On finit avec Tou B'Av. Ça peut être aussi une lecture possible. Maintenant, sur ce principe de ces Chai temps, je me suis dit, il y a quelque chose de. Parce que le Chai. Il n'y a rien en Elul pour vous, au 18e. Ouais, non, pour moi, non. Ouais, c'est parce que, bon, c'est vrai, Rosh Chodesh Elul, c'est aussi un des Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah Maaser Behema. C'est le début des Stichot, etc. Donc, Et Moshe est monté à récupérer le pardon, ouais, quoi, pour faire simple. on peut. Mais ce qui m'embêtait, c'est que Tisha B'Av était englobé dans le Ben Hametzarim. Bon, or, Tisha B'Av, c'est quand même une date forte. C'est Moed, Karalai Moed, c'est appelé à devenir un jour de fête. En tout cas, partant de là, je me suis dit, ben, c'est pas mal. Donc, on est parti de Chai Elul qui va nous avoir la perspective des 12 mois de l'année, mais à partir de Rosh Hashanah, on va avoir une perspective de 18 ans dans l'année en fonction des fêtes ou des événements. Et le principe de Chai, 18 minutes, ça vous dit quelque chose, 18 minutes. 18 minutes, c'est le 1000. Ouais. D'après, alors, c'est vrai que ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Hein. Il y en a qui disent c'est 24 minutes, 22 minutes. Enfin, le 18 minutes, c'est l'opinion qui est ramenée dans le Shulchan Aruch. Mais la minute, c'est une mesure goy, non? La minute elle-même. Là, alors, c'est vrai que nous, on a plus les halakim dans. Mais on le reprend, c'est repris dans la halakha, hein, les minutes. Hein, Ah oui? Ouais, oui, bien sûr. Dans le Shulchan Aruch, chapitre 459, alinéa 2, à propos du Hametz, une pâte va devenir Hametz au bout de 18 minutes. Ils savaient déjà à l'époque calculer la minute précise? Donc, on est au 16e siècle. Un 60e d'heure, ils étaient capables, d'accord. Ouais, je pense. Même le Troumata des Chênes, on est au Moyen-Âge. Hein. Le Troumata des Chênes, dans le premier volume, première partie, alinéa 123, on retrouve aussi ce principe de. Parce que même la minute, elle est zbaniote, non? Pardon? La minute aussi est zbaniote. Pas forcément. Là, on n'est pas en zbaniote. Là, elle devrait pendant la minute. Pardon? Elle devrait, la minute, non? Non, ça dépend des fois. Des fois, on est en zbaniote, des fois, on n'est pas en zbaniote. Hein. Des fois, c'est ce qu'on a en benoniote qu'on appelle, et donc c'est pas aléatoire en fonction du moment. Ça, c'est les grandes histoires sur l'aile des Rabbenoutam, si en zmaniote, pas zmaniote, c'est. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à la base, le 1000, à la base, en fait, c'est le temps de parcourir un 1000. Et alors, c'est quoi le 1000? C'est pas 1 km 609, ça c'est le mile, mais c'est. Alors, en général, ce qu'on retrouve, c'est dans le Mishneh Torah. Dans la moitié du Troum, c'est ça? Pardon? C'est la moitié du Troum, c'est ça? C'est pas 2000 le Troum? Pardon? Ah non, c'est 2000 amot. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Là, c'est 2000 amot. Le 1000, c'est 2000 amot. Ah, le 1000, c'est le Troum, donc. D'accord. Oui, c'est 2000 amot. C'est comme on voit dans Rashi, dans Yoma, page 67a, ou ce que le Rambam dans Elchot Tfila, 4e chapitre, Halacha 2, il va définir comme ça. Alors maintenant, il y en a qui aujourd'hui disent, mais c'est pas possible que le 1000 de la Gemara soit différent du 1000 romain. Et qu'on ne peut pas dire qu'il y avait un 1000 romain et un 1000 de la Gemara qui est différent parce que c'est quand même. Mais en tout cas, ça donne un lien entre la distance et le temps. Dans la Gemara Psachim, page 46a, c'est quoi un 1000? C'est le temps d'aller de Migdal Nounia jusqu'à Tibériade. C'est où Migdal Nounia? C'est à côté de Tibériade. C'est certainement c'est pas loin, c'est tout près parce que 18 minutes à pied, c'est que dalle. Oui, non, c'est à peu près 1 kilomètre, quoi. Ouais, je sais pas. Alors, vous avez une autre version, c'est dans Yerushalmi Ta'anit, vous avez 18 000, donc 18 000, entre Tibériade et Tsipori. Donc 36 000, c'est ça, 36 000, enfin, c'est à peu près 18 km, quoi. À 18 000, d'accord. Okay. Et sinon, vous avez de Yerushalayim jusqu'à Beth Horon dans Yoma. Beth Horon, c'est là où il va avoir. Vous avez 3000. Donc, et on retrouve cette notion. Alors, cette notion du 1000, donc, qui va se traduire en Chai Zmanim, donc incidence par rapport à la Matzah,
matzah, chametz, la différence entre chametz ou matzah, ça va être 18 minutes. Et souvent, vous avez sur les paquets matzot, chai minutes. C'est-à-dire que si vous en faites attention aux 18 minutes. Vous avez aussi ça pour la cachérisation. Alors aujourd'hui, pour la cachérisation, on ne sait plus cachériser aussi aujourd'hui la viande, puisqu'on achète toujours la viande cachérisée. Je ne connais plus beaucoup de gens qui cachérisent chez eux avec les bassines, les machins, etc. Excusez-moi, rappelez-moi, combien de halakim dans une minute? 1080. 1080, non, dans une heure. C'est dans une heure, vous avez 1080 halakim. D'accord. Et les 18 minutes, on va les retrouver où? Dans le Kabbalah de Shabbat. Puisque le classique qu'on retrouve d'histoire des 18 minutes, c'est le principe de on accepte Shabbat le temps d'un mille avant la Shkiat HaChama. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de rabbinim disent que, comme le Ben Ishraï, le Mishnah Berurah, disent que c'est mieux de faire 30 minutes avant le coucher du soleil que 18 minutes. Enfin, le classique, c'est 18 minutes. Alors, j'ai pensé quand même que c'était quand même remarquable, veille du 18 Elul, d'avoir cette perspective à la fois sur le 18 Elul au niveau de l'histoire, donc c'est-à-dire du passé, pour réfléchir sur les mois de l'année, sur l'avenir, les 18 ans qu'on a vu avec en éclairage de Raphaël, mais c'est aussi la dimension du temps le plus assez court, puisque finalement, 18 minutes, c'est un temps, c'est Chai, c'est ce principe-là, qui démarre avec Chai Elul, un moment de naissance Baal Shem Tov, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, de Hilula, du Maharal de Prague, de Rabbi Abdallah Somer. Tout ça, ça me semblait quand même remarquable pour vous faire partager. Une minute, enfin un chélek, oui. C'est 5,555 à l'infini, le pourcentage d'une minute. Oui. En fait, quand je prends 60 minutes divisé par 1080, ouais. Ça nous fait 0,05555 à l'infini. C'est possible. C'est 0, un chélek, c'est... Ah non, mais sur les halakim, il y a là dans ce qu'a écrit... là, je ne vais pas truc parce que il y a Raphaël, il a écrit pas mal de petites choses sympathiques sur les halakim, les 1080 pourquoi. Enfin, il y a de la belle matière, mais je voudrais aborder les autres choses, donc mais on en reparlera. C'est sur. Alors attendez, je vais juste.